j'ai fait des études de droit qui m'ont mené à la librairie, ce qui n'est pas forcément le chemin qui était prévu, mais en tous les cas, j'avais toujours été un rat de librairie comme de bibliothèque. Et après 3 années d'études de droit, je me suis rendu compte que je faisais vraiment fausse route et je suis revenu à ce rêve un peu inavoué qui était voilà, d'être libraire. Et au grand désespoir de mes parents, j'ai plaqué mon année de licence après les partiels du printemps et je suis tombé par hasard sur un petit local dans une rue à la périphérie du centre de Vincennes, une ville où j'habitais déjà depuis un petit moment. Et c'est comme ça qu'est né le projet de 1000 pages. Et la librairie a ouvert ses portes en octobre 1980. Voilà. J'avais 20 ans, j'étais un peu inconscient. Je n'avais pas du tout idée de ce qui m'attendait. Et je dirais que j'ai passé ma vingtaine à travailler comme un fou afin d'éviter que la librairie ne ferme ses portes, parce que c'est toujours très compliqué quand on se lance. Et puis voilà, de fil en aiguille, après avoir travaillé 5 ans tout seul, je ne l'ai plus été. Et puis la librairie a connu une histoire riche depuis cette époque, hein, ça fait maintenant 42 ans. Voilà, et aujourd'hui, c'est un projet dans lequel je ne suis depuis un moment plus le seul à en faire partie. Et en tant que libraire, c'est vrai que j'avais toujours eu un prisme très particulier sur l'Amérique quand j'ai été lecteur. Je peux dire que c'est une des littératures qui a fait le lecteur que je suis devenu quand j'étais adolescent ou un jeune adulte. Et l'année où la librairie a ouvert ses portes, c'est aussi la première année où je suis allé en Amérique du Nord. Et en tant que libraire, quand on est à l'étranger, on va visiter les librairies, bien sûr, parce qu'elles sont différentes de celles que l'on connaît en France, et puis aussi parce qu'elles proposent d'autres choses. Et à ce moment-là, j'ai pris l'habitude de rentrer chaque année avec des sacs postaux, à l'époque ça coûtait 3 fois rien, remplis de livres, en anglais pour certains, en français quand c'était des livres en provenance du Québec. Et puis ça a nourri chez moi l'envie de découvrir des livres dont on n'avait pas forcément entendu parler encore en France à ce moment-là, des auteurs qui avaient déjà, comment dirais-je, publié plusieurs livres, mais qui n'avaient encore jamais été traduits en français. Il faut dire qu'à l'époque, la littérature étrangère ne ressemblait pas à ce qu'elle est aujourd'hui. On commençait à publier un écrivain quand il avait obtenu un succès commercial significatif dans son pays, ce qui fait que, par exemple, pour John Irving, c'est son 4e roman qui fait qu'il va être découvert en France avec Le Monde selon Gare. Voilà, à un moment donné, tout cela m'a mené vers l'édition, encore que je n'imaginais pas un seul instant devenir un jour éditeur, mais j'ai commencé à la fin des années 80 à conseiller à plusieurs éditeurs français que je connaissais, des écrivains que j'avais lus, découverts pendant ces années où je revenais avec des lectures d'outre-Atlantique. Et puis, voilà, il y en a que ça intéressait, d'autres pas. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu l'idée de monter un projet, de le proposer à des éditeurs indépendants, parce que c'était ça que j'envisageais comme étant une maison à même d'accueillir ce projet. Et à l'époque, je me souviens en avoir parlé au Seuil, à Belfond, à Phébus, qui étaient des maisons dont j'étais assez proche, aussi Rivage. Je suis allé chez Albin Michel parce que c'était une maison indépendante et où de surcroît je ne connaissais personne. Et je m'étais dit que ce ne serait pas la mauvaise solution finalement, parce que j'étais assez proche d'Édouard Deandréis chez Rivage, de Michel Chodkiewicz au Seuil, de Tony Cartano et de Fabienne Delmotte chez Belfond, de Jean-Pierre Sicre et Jeanne Strick chez Phébus. Et je m'étais dit que finalement, travailler avec des gens qu'on connaissait, qu'on pouvait qualifier d'amis, c'était pas forcément toujours ça. Et j'ai fait le choix d'aller chez Albin parce que, 1, maison indépendante, 2, maison généraliste, et que je me disais que finalement, le projet que j'avais moi, il allait trouver sa place
tout naturellement au sein de cet ensemble. Et faire partie d'une maison où il se publie des tas de choses différentes, c'est quelque chose d'assez riche aussi. Et j'ai toujours été intéressé, moi, dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, par la dimension collective plutôt que par la dimension individuelle. Et voilà, et ça fait plus de 30 ans que ça dure. Et après la naissance de la collection Terre indienne en 1992, il y a eu Terre d'Amérique en 1996, il y a eu Latitude en 2001, et c'est vrai que la librairie comme l'édition, ce sont des endroits au temps long. D'abord, on sait que le temps des livres est un temps long, contrairement à notre temps à nous, qui est devenu de plus en plus rapide et de plus en plus frénétique, surtout ces 10-15 dernières années. Et à un moment donné, en tant qu'éditeur, je suis allé, j'ai pris part à la vie de l'édition, qui est aussi incarnée par les librairies, mais pas seulement, elle est aussi par les foires, par les salons du livre. Et la fréquentation du festival de Saint-Malo et Étonnant Voyageur est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui m'a aussi beaucoup porté en tant que libraire et en tant qu'éditeur. Je crois que si la lecture est une activité solitaire, on s'imagine pas lire un livre à plusieurs, il n'empêche qu'on a aussi besoin de la dimension collective de l'exercice de la lecture. On la trouve dans les librairies, mais où elle est silencieuse. Elle peut se résumer à une conversation avec un libraire quand on est client, avec un client quand on est libraire. Mais en tous les cas, voilà, je trouvais qu'il y avait cette dimension un peu festive et un peu célébratoire qui m'intéressait énormément. Et quand on publie des écrivains étrangers, on publie des écrivains absents, des gens qui n'ont aucune histoire dans le pays qui est le nôtre. Ils ne sont allés à l'école avec personne, ils n'ont été invités au mariage de personne. Je dirais qu'avant la publication de leur premier livre, on va dire qu'ils sont inexistants. Et il faut donc leur créer une vie qui démarre quand leur premier livre sort, quand ils viennent pour la première fois rencontrer les journalistes. Mais la venue d'un auteur au moment de son livre, c'est quelques jours, rarement suffisamment pour créer des événements autour de leur présence. Et finalement, la vision qu'on a d'une littérature, elle est parcellaire, elle se limite à ces écrivains qui viennent de façon sporadique. Or, une littérature, c'est un corps vivant presque. Si on veut incarner une littérature, quelle qu'elle soit, il faut avoir un nombre signifiant d'auteurs pour que ça commence à dessiner les contours de quelque chose et à représenter quelque chose. Et à cette époque, vers la fin des années 90, je m'étais vraiment étonné que, alors que la France manifestait depuis très longtemps, on va dire depuis l'entre-deux-guerres, et de façon encore plus frappante, après la Seconde Guerre mondiale, un goût prononcé pour la littérature américaine, qui était aussi le goût des écrivains américains pour la France, pour la tradition littéraire française. Je me suis dit, c'est incroyable qu'il n'y ait pas un événement qui célèbre cette relation si spéciale que nous avons avec l'Amérique, qui a longtemps été l'objet d'un rêve de la part des Français. C'est le seul continent où les Français ont caressé autant de rêves et de projets. Nous avons possédé le Canada à une époque, on a possédé la moitié des États-Unis avant de la vendre à Jefferson. On a également eu des rêves d'empire au Mexique. On a envahi Saint-Domingue, qui est devenu par la suite Haïti. On a marqué notre présence dans les Caraïbes et aujourd'hui les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon. Tout ça sont les signes de ce rêve français en Amérique, plus aussi le bassin de population francophone qui est très largement présent en Amérique du Nord. Je dirais que voilà, c'est un endroit du monde où nous avons quand même une relation extrêmement particulière qui se traduit par ce goût qu'ont les Français de la culture nord-américaine et de la littérature. Moi, je n'y vois pas simplement le triomphe
de l'impérialisme américain. J'y vois une vraie relation qui est ancienne et qui est toujours quelque part présent un peu dans l'inconscient collectif en France. Et à partir du moment où je suis arrivé au constat qu'il n'y avait pas de festival qui célèbre cela, je me suis dit finalement, pourquoi ne pas en créer un. Alors, les idées, c'est comme tout, hein, au début, quand on les a, tant qu'elles restent au stade d'idées, elles ont un côté réjouissant, hein, parce qu'elles n'impliquent rien de douloureux. Et après, il m'a fallu quand même plusieurs années pour faire avancer le projet, parce que un festival, c'est avant tout une ville. Il faut un lieu, il faut une municipalité qui accompagne un projet. Et alors, étant vincénois depuis 1968, ayant été à l'école primaire, au collège, au lycée, ici, ayant la librairie ici également, c'est vrai que ma voix porte un peu plus à Vincennes qu'elle ne porte ailleurs. Et j'ai commencé à en parler avec le maire de l'époque, qui a été très réceptif et séduit par l'idée. Et puis il a fallu un certain temps afin de faire mûrir le projet, qui consisterait à inviter tous les 2 ans, en septembre, une cinquantaine à l'époque. Là aujourd'hui, cette année, il y en aura près de 80, une cinquantaine d'invités venant de toute l'Amérique du Nord, à savoir du Canada, des États-Unis, de Cuba, d'Haïti, du Mexique, et des Caraïbes. Donc une Amérique qui s'écrit en français, en anglais, en espagnol, à la rencontre des lecteurs français, au travers de débats, de rencontres, de cafés littéraires, d'expositions, de concerts, quelque chose destiné à rendre la littérature vivante, à quelque chose destiné à devenir un acte collectif et un acte festif, parce que dans le mot festival, voilà, il y a quelque chose de très important qui est la fête. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de magique dans le fait de réunir comme ça autant d'individualités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va créer une dynamique qui est le résultat du collectif. D'avoir comme ça l'addition de personnalités, de différentes expressions, de différentes façons de voir la société, de voir le monde. Et depuis 2002, puisque là nous allons fêter le 20e anniversaire du festival et sa 10e édition seulement, puisque il n'y en a pas eu en 2020, eh bien, à assister une fois de plus à ce petit miracle-là, voilà, qui est finalement le miracle de la littérature quand elle s'incarne à travers celles et ceux qui la font. Et la particularité d'América, c'est d'être le seul événement de cette importance à être le fruit du travail d'une équipe entièrement composée de bénévoles. Ça représente environ, on va dire, localement 300 personnes qui, à un moment ou à un autre, vont jouer un rôle dans la vie du festival, et qui est aussi le fait de rassembler toute l'interprofession, les éditeurs, les traducteurs, les critiques littéraires et les journalistes, les libraires et les lecteurs. Alors, je crois que ce qui fait la particularité du festival à América, c'est que c'est un festival qui est toujours orienté par des thématiques. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas de faire, et je n'ai rien contre le festival de Cannes, mais on n'essaie pas de faire le festival de Cannes de la littérature en alignant les grands noms, les vedettes, et de les faire défiler sur le tapis rouge. Mais on essaie, voilà, de réunir des écrivains de notoriété et d'âge et d'origine différentes autour de lignes directrices qui vont former la programmation. Voilà, je dirais que ça, alors tous les festivals le font certainement d'une façon ou d'une autre à un moment ou à un autre, mais je dirais que nous, ce qui nous guide véritablement, c'est ça. Voilà, c'est de choisir un axe de programmation. Généralement, ça arrive un an avant la tenue d'une édition, où on essaie un peu de voir les projets qui nous intéressent. Ce qui est important, c'est d'essayer de changer tous les 2 ans, parce que on a besoin quand même de l'énergie que va procurer une thématique qui nous fait vibrer, qui nous donne envie.
Et à partir de là, on va composer la liste des invités en réfléchissant justement à ces lignes que nous souhaitons explorer. Et c'est finalement le thème, ou les thèmes retenus, ou les axes retenus, qui vont décider de la nature des écrivains que l'on invite, sans forcément se cantonner à des gens qui ont eu une activité éditoriale, une actualité éditoriale dans l'année. On peut très bien avoir, et c'est le cas là en 2022, des auteurs qui ont publié des livres en janvier 2021 ou au printemps 2021 ou au début de cette année de 2022, comme d'autres à la rentrée. Voilà. Je dirais que peut-être qu'on apporte un soin tout particulier à la façon dont on va tisser la programmation, et c'est vrai qu'aux côtés des livres, on a depuis le début fait en sorte de laisser une large part au cinéma. Donc il y a beaucoup de masterclass ou de soirées thématiques avec des projections, toujours céder une large place aux expos photos. Là cette année il y en a 8. De toujours céder une large part aussi à la musique. Voilà, je dirais que d'essayer de replacer la littérature dans un contexte beaucoup plus large qui est celui de la culture et de l'expression d'une culture donnée. Alors, le fait qu'América soit le fruit du travail d'une équipe exclusivement composée de bénévoles, ça permet bien évidemment de garder tout le budget pour l'événement. Et en même temps, c'est vrai que la difficulté pour un festival, c'est d'assurer son financement. C'est vrai que de trouver de l'argent public, ça n'est pas simple. Il faut aller prêcher la bonne parole, il faut aller convaincre. Et je dirais que la souplesse de notre organisation et la modestie de notre structure a fait qu'on parvient généralement à créer un événement avec un budget qui est, on va dire, souvent 2-3 fois inférieur à des manifestations qui ressemblent à la nôtre, mais où il y a 8 à 10 salariés à temps plein toute l'année. Voilà, je dirais que... Et en même temps, moi, si on me disait veux-tu devenir directeur du festival salarié à plein temps, je ne le ferais pas. Finalement, ça m'intéresse de le faire parce que ça n'est pas mon boulot, et ça m'intéresse de le faire parce que j'y vois le bien fondé d'une démarche transversale dans la, je dirais, de ceux qui font les livres à ceux qui les transforment, les traducteurs, qui les lisent, les critiques, les journalistes et les libraires et les bibliothécaires, à ceux qui les prêtent, à ceux qui les vendent, à ceux qui les lisent. Voilà, je dirais que pour moi, cette dimension collective d'un festival, elle est absolument déterminante. Je dirais que chacun doit pouvoir y trouver quelque chose, et je crois, pour l'avoir vécu moi en tant que festivalier, dans des festivals de littérature en France ou à l'étranger, c'est aussi l'occasion pour nous, surtout dans des périodes où on a quand même pas mal trinqué sur le plan psychologique, sur le plan... voilà, on a besoin d'énergie, et ce sont des moments et des lieux où il y a une formidable énergie qui participe finalement de l'envie de faire bouger les choses, de l'envie, et je pense que de la même façon qu'un libraire va tout faire pour avoir un programme de rencontre ou pour bâtir une journée de présentation de la rentrée littéraire ou des lectures avant l'été, etc. Voilà, je dirais que c'est pour moi l'un des éléments qui est de nature à permettre au livre de vivre pleinement et de s'incarner d'une façon exceptionnelle. Voilà, c'est vrai que ça n'est pas simple de faire venir des gens des 4 coins du continent nord-américain. Ça suppose des moyens, de l'organisation. Voilà, quand on dit le diable est dans les détails, quand on s'occupe d'un festival, alors là, niveau détail, on est servi parce que ça ressemble à l'Everest. Alors dès le début, ce qui a été formidable, parce que quand on a une idée, ça ne veut pas dire qu'elle est bonne, et ça ne veut pas dire non plus qu'elle va être largement partagée par d'autres. Et c'est vrai que l'un des
l'une des grandes satisfactions au début des premières années du festival, ça a été de voir l'adhésion du public. Voilà, je dirais tant l'adhésion du public de lecteurs que l'adhésion du public de professionnels. Les éditeurs, dans un premier lieu, qui sont quand même des maillons déterminants pour convaincre les auteurs de venir, des libraires, des bibliothécaires, des journalistes. Voilà. Je dirais que ça semble une évidence maintenant à Numérica, ça n'en était pas une en 2002. Et c'est vrai que voilà, on a eu la chance que ça fonctionne, qu'il y ait effectivement chez les lecteurs franciliens et français une adhésion. Voilà, c'est peut-être je dirais qu'à mes yeux, la littérature américaine, elle a ceci de particulier, c'est que c'est l'une des rares littératures internationaliste de la planète. Je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de littérature qui, comme celle-là, recycle finalement toutes les autres origines et toutes les autres cultures et toutes les autres littératures que sont les Américains, si à part les Indiens, des gens venus d'ailleurs, avec leurs histoires, leurs traditions, leur culture. Donc je dirais il y a un côté Babel dans la littérature américaine. C'est une littérature à portée universelle et je pense que c'est ça qui fait aussi sa force, son énergie, et qui fait aussi qu'elle suscite autant d'intérêt, d'adhésion. Je dirais qu'on ne lit pas des romans américains parce qu'on serait sous le coup d'un impérialisme qu'on ne parviendrait pas à déceler. Je dirais on aime la littérature américaine parce qu'elle a tout ce qu'il faut pour être aimée, et parce que, voilà, je dirais que c'est un peu la littérature des fenêtres grandes ouvertes, c'est la littérature de l'énergie, dans la forme, dans le fond, dans les voix, dans les personnages. Donc de voir que ça a remporté l'adhésion, c'était formidable. De voir que de la part des auteurs, il y avait vraiment une réponse, parce qu'il faut dire que c'est à eux qu'on doit le succès. Hein. La première année, on avait quand même réuni en 2002 Margaret Atwood, Richard Ford, Russell Banks. Donc ça c'était déjà... Et puis après, on a accueilli, je dirais, de Toni Morrison à Bret Easton Ellis, de John Irving à James Ellroy, de Rick Moody à James Salter, de Thomas McGuane à Jamaica Kincaid, de Colson Whitehead à Philip Meyer, de Louise Erdrich à Joyce Maynard. Enfin voilà, je dirais que en 20 ans, on a accueilli 600 auteurs, voilà, qui font quand même un continent de littérature. Voilà. Et c'est vrai que cette année, on a la joie d'accueillir pour la première fois Jonathan Franzen, qui est quand même l'un des grands noms de la littérature américaine, ou d'accueillir Ta-Nehisi Coates, Viet Thanh Nguyen, voilà, je dirais que Armistead Maupin, je dirais que je dirais quand on voit la liste des auteurs qui sont venus depuis le début, eh bien c'est bien le signe finalement de ce que la littérature est un corps vivant. Voilà, et j'espère que ça va continuer à être comme ça. Alors au fil du temps, les partenaires sont grosso modo, parce qu'on est d'une constance un peu accidentelle, mais qui est d'une constante d'autant plus appréciable, on a les mêmes partenaires depuis le commencement. C'est-à-dire qu'en gros, la ville de Vincennes, je le disais tout à l'heure, pour créer un festival, il faut avoir le soutien d'une municipalité, quels que soient les maires qui la dirigent, et d'un conseil municipal, parce que ça veut dire des lieux. Et à Vincennes, le festival investit une douzaine de lieux qui sont des lieux municipaux, qui sont mis à notre disposition à titre gracieux, avec les personnels, avec les équipements, etc. L'investissement aussi financier de la ville qui participe, on va dire, pour un tiers du budget du festival. Depuis le 2002, c'est la région Île-de-France, le département du Val-de-Marne, le ministère de la Culture, le Centre national du livre. Depuis 2002, c'est un partenariat avec Télérama et Radio France. Depuis 2002, c'est un partenariat avec la RATP qui accueille 1000 affiches sur son réseau au moment du festival.
Depuis 2002, c'est un partenariat avec des groupements de libraires, de traducteurs, avec les gouvernements des pays concernés, l'ambassade des États-Unis, l'ambassade du Canada, l'ambassade du Mexique, le centre culturel canadien, le centre culturel mexicain, l'ambassade d'Haïti, l'ambassade de Cuba. Enfin voilà, je dirais que ces liens-là, on les a créés au début et maintenant, je dirais qu'ils sont renouvelés par tacite conduction. Et pour le financement également, même si ça ne nous empêche pas de chercher des partenaires. On a par exemple eu ces dernières années un partenariat avec la SOFIA, qui est aussi déterminant pour America. Et puis une fois qu'on a, comme je le disais, trouvé l'axe de la programmation, eh bien on va, l'année qui précède, organiser une grande réunion avec les éditeurs, tous les éditeurs, parce que le festival accueille pas seulement des éditeurs français, mais aussi des éditeurs suisses, belges ou, comment dirais-je, québécois. Et on va leur donner les lignes de la programmation et on va leur demander de nous tenir informés de leur programme à venir. Voilà. Et à partir de là, donc, on gère tous les retours de ces informations, les programmes, les argumentaires, etc. Et on commence à bâtir une première liste d'invitations qui va être envoyée fin octobre. Et à partir de là, on va gérer les réponses jusqu'avant les fêtes de fin d'année. Et à partir de là, on va relancer une deuxième vague d'invitations en janvier. De la même façon, gérer ça au fur et à mesure et voir en fonction des axes de programmation que l'on a retenus, là où ça pêche. Est-ce qu'on a besoin de tel ou tel autre écrivain sur tel ou tel sujet, tel ou tel thème? Quel serait celui qui serait le plus à même de pouvoir aborder ce sujet? Voilà, je dirais que c'est un peu de la... Je ne vais pas dire du point de croix, mais il y a un petit côté comme ça. On fait un puzzle pièce par pièce, voilà, sans savoir vraiment à quoi il va ressembler à la fin. Notre objectif étant d'essayer de trouver les écrivains qui sont les plus à même eh bien, de participer à telle rencontre sur tel sujet. Et on arrive ainsi, on va dire en mars, à fin février, début mars, à avoir une liste que l'on arrête. Et à partir de là, on va commencer la programmation, c'est-à-dire à essayer de trouver pour chaque auteur les 4 ou 5 rencontres pendant la durée du festival qui vont permettre à des écrivains de se retrouver sur des sujets à la fois attendus et non attendus. C'est d'essayer de créer, bien entendu, des rencontres qui tombent sous le sens, mais aussi de créer la surprise. D'essayer de voir finalement, alors ça se fait en lisant les livres, mais aussi en lisant des interviews, des portraits dans la presse des pays d'origine de ces auteurs, pour essayer d'en apprendre le plus possible sur eux, et puis après d'essayer de tirer les fils et de voir quel fil relie quel auteur à quel autre auteur. Voilà. Et à partir de là, on va créer la matière de la programmation. Alors on en crée toujours beaucoup plus qu'on en garde, parce que on jette des tas d'idées sur le papier. Cette année, c'est quand même 120 rencontres sur 4 jours. Je crois qu'on a dû en créer cette année peut-être 140. On en a mis une vingtaine à la poubelle parce que au final, elles étaient moins intéressantes que d'autres et que elles se recoupaient parfois, ou qu'après un enthousiasme passager, on se rendait compte que finalement c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus intéressant et qu'il valait mieux faire parler les auteurs entre eux sur un sujet plus symbolique ou qui faisait davantage sens. Voilà un peu la façon dont on fonctionne, et à partir de là, eh bien, il y a tout le détail technique. Où ces rencontres vont-elles avoir lieu? Dans quelle salle? Ça va dépendre de la notoriété des écrivains qui sont sur scène, ou de la notoriété des thèmes, parce que je dirais que l'une des grandes surprises d'America, et l'une des choses dont on se félicite, c'est que parfois, on peut avoir un débat où il y a 3 auteurs inconnus au bataillon, des gens qui ont publié un livre ou qui le publient à peine, que personne ne connaît, et c'est la nature du sujet qui va faire que l'endroit va être absolument bondé. Voilà. Et je dirais que pour moi, qu'il y ait 1000 personnes pour Toni Morrison dans une salle, bien entendu, bien sûr, mais qu'il y ait 500 personnes face à 3 écrivains qu'on ne connaît absolument pas, ça c'est pour moi un vrai succès. Et je dirais que ce qui est gratifiant pour nous, c'est souvent de voir que la programmation fait sens
et que les gens viennent autant pour les sujets que l'on propose que pour l'identité des auteurs qui vont prendre part à la rencontre. Ça, c'est une réelle satisfaction, et c'est aussi la façon dont certains auteurs inconnus vont se révéler subitement. Et alors, on pourrait se dire, bon, il se révèle à Vincennes, c'est pas très signifiant, mais il se fait qu'à ce moment-là, il y a plein de journalistes, de gens des médias, de traducteurs, de libraires, et que voilà, il y a comme ça des personnalités qui se révèlent, qui sont en train d'éclore en fait sous les yeux de tout le monde, et on sait très bien, voilà, il faut un élément déclencheur pour permettre la carrière d'un écrivain, comme d'un acteur, comme d'un musicien, comme de qui vous voulez, n'importe qui finalement, pour que ça commence. Voilà. Eh bien, de savoir que ça peut être l'endroit où quelque chose commence, ça c'est aussi extrêmement gratifiant. La dernière année, en 2018, on a eu 40 000 personnes sur 4 jours. Là, après la pandémie, je ne sais pas du tout à quoi on va être confronté. À Saint-Malo, en mai dernier, il y avait un peu moins de monde que généralement. À Morges, en Suisse, le week-end dernier, il y avait un monde fou. C'est vrai que l'avantage de Vincennes, c'est que c'est la ligne 1 du métro, c'est la ligne 1, pardon, du métro, la ligne A du RER, que c'est desservi en bus, que je dirais, voilà, il y a un côté parisien et francilien qui fait qu'on a quand même un bassin de lecteurs qui est énorme. Je ne sais pas, c'est un peu toujours le côté magique, hein, parce qu'on a beau... voilà, on met la même énergie, mais finalement, à la fin, on est dépassé par le phénomène qui commence à partir du moment où l'événement prend sa vie propre. Voilà, je dirais qu'il y a un truc qui se passe. Hein, je ne sais pas très bien comment l'expliquer, mais il y a une énergie, il y a quelque chose qui commence à avoir sa vie propre et qui nous dépasse tous. Et qui, voilà. Et ça, c'est la magie aussi d'un festival. En 2020, lors de l'édition qui ne s'est pas tenue, après avoir été annulée et reportée à 2021, elle a été annulée purement et simplement, on avait décidé de s'intéresser à des voix d'Amérique qui feraient entendre un peu une musique différente. Je dirais, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de la voix d'un auteur, de trouver sa voix, de voilà, chercher sa voix, de faire entendre sa voix. Mais une voix, c'est un vaisseau. Ce qui compte, c'est ce qu'on va dire et ce qu'elle va finalement charrier vers le lecteur, ce qu'elle va raconter, ce qu'elle va faire entendre, les combats qu'elle va comment dirais-je, porter. Et après un mandat Trump, c'est vrai qu'en 2020, on était quand même très porté par l'idée de faire entendre des voix un peu dissonantes, qui étaient des voix qu'on avait mis un certain temps à entendre au sein de la littérature américaine, comme au sein d'ailleurs de toutes les littératures. Et on est resté sur cette idée-là parce qu'elle nous plaisait beaucoup et que pendant très longtemps, il n'a pas été évident à pas mal de gens de faire entendre leur voix en littérature. Longtemps, la littérature américaine a été celle des États-Unis, et comme au Canada d'ailleurs et au Mexique, enfin, beaucoup de littératures ont, de par le monde, été longtemps celle d'hommes blancs hétérosexuels et aux États-Unis protestants. Et on avait envie de faire entendre la voix des femmes qui ont conquis de haute lutte, je dirais, l'accès au lectorat. Et si aujourd'hui ça paraît évident qu'il y ait énormément de femmes qui soient comment dirais-je, publiées et présentes sur les tables des libraires, il y a 50-60 ans, c'était loin d'être la même chanson. Et puis, il y a 50-60 ans, il n'y avait pratiquement pas d'écrivains issus de minorités. Alors qu'aujourd'hui, il y a énormément d'auteurs d'origine amérindienne, afro-américaine, asiatique, hispanique. Pendant très longtemps, les homosexuels ont eu énormément de difficultés à faire entendre leur voix parce qu'ils étaient quand même marginalisés, instrumentalisés, réprimés. Et donc on est resté sur cette idée des voix d'Amérique de 2020, dans le contexte un peu politique d'alors. Et on a voulu garder cette dimension-là et d'y ajouter aussi la dimension sociale du monde qui est le nôtre, la dimension liée au changement climatique
au réchauffement de la planète. Et je dirais qu'on est resté un peu dans cette idée d'une dimension un peu de lutte. Je dirais toutes les lignes qui en ce moment traversent les débats de la société, pas seulement américaine, je dirais occidentale et parfois pas seulement occidentale, voilà, et de s'interroger sur toutes ces questions-là. Voilà. Le futur, mais aussi l'héritage du passé, le rôle de la littérature, les questions d'environnement, de société, de genre, et on l'a doublé pour cette 20e édition, parce qu'au moment où America se déroule, à quelques jours près, on va fêter le 530e anniversaire de la découverte, entre guillemets, de l'Amérique par Christophe Colomb. Et on a toujours accueilli, depuis 2002, des voix autochtones au festival pour faire entendre la voix de ceux qui étaient là avant même que l'Amérique soit l'Amérique. Et cette année, on est allé dans une dimension un peu plus vaste parce que pour la première fois, on invite environ une trentaine de personnes qui sont d'origine amérindienne ou inuit, du Canada, des États-Unis, y compris de Guyane française, et où on va s'intéresser, voilà, à ces peuples qui sont passés, je dirais, à travers la moulinette de la colonisation, de l'acculturation, pour qui les questions d'identité, de culture sont des questions absolument fondamentales, qui sont à la fois les héritières d'une tradition ancestrale et en même temps qui doivent trouver leur place dans un monde moderne et technologique comme le nôtre, et qui rassemblent à eux tout seuls pas mal des interrogations qui sont les nôtres. Je dirais, on le sait depuis l'élection de Trump, de Bolsonaro, le Brexit, on est entré dans une phase, et l'Ukraine, dans une phase d'instabilité géopolitique. Nous sommes entrés aussi depuis un certain nombre d'années, et on l'a vu encore plus cette année avec la pandémie, avec le réchauffement, tous les épisodes un peu inexpliqués et affolants à travers la planète. Voilà, je dirais, on est dans un monde instable, où on a énormément de questions à se poser, et toutes ces questions-là, finalement, ces peuples autochtones les portent avec eux d'une certaine façon. Et ça va être un des grands axes de la programmation aussi, puisqu'on a prévu une vingtaine de rencontres avec des personnalités, des écrivains, des journalistes, des historiens, voilà, essayer de jeter un regard rétrospectif sur cette histoire-là, qui est une histoire très, très particulière. Alors cette année, on a la chance d'accueillir pour la première fois, comme je le disais, l'auteur des corrections, Jonathan Franzen, mais aussi d'accueillir Ta-Nehisi Coates, l'une des grandes figures de l'intelligentsia noire américaine, d'accueillir Viet Thanh Nguyen, prix Pulitzer d'origine vietnamienne, d'accueillir Armistead Maupin, dont les chroniques de San Francisco ont été l'un des premiers endroits à la télévision où on pouvait avoir l'écho du combat des homosexuels proposé au grand public. On retrouve Richard Ford, on retrouve Louis Erdrich et Russell Banks, ces deux derniers auteurs en visio, mais aussi Joyce Maynard, mais aussi une foule d'auteurs qui se sont fait connaître au fil des dernières années. Je pense à Kevin Lambert, je pense à énormément d'écrivains comme Eddie Harris, Jake Lamar, qui sont des écrivains afro-américains qui ont choisi de s'installer en France. J. Courtney Sullivan, de retrouver Julie Otsuka. Enfin voilà, je dirais qu'il y a une programmation extrêmement riche que l'on peut découvrir sur le site du festival, festival-america.com. Et donc America se déroulera du jeudi 22 au dimanche 25 septembre. 120 rencontres sur 4 jours avec 2 grandes soirées, le jeudi, le vendredi, le samedi. Le jeudi soir, quel monde laisserons-nous aux générations futures? Un débat
autour voilà, de la question de l'environnement et du réchauffement climatique. Le vendredi soir, l'Amérique face à son passé, avec David Troyer pour le monde indien, Ta-Nehisi Coates pour le monde afro-américain et Viet Thanh Nguyen pour le monde asiatique. Voilà le lourd passé de l'Amérique par rapport à ces populations non blanches, et une grande soirée Pride le samedi soir avec Armistead Maupin, Shannon Tufol et Kevin Lambert, et la projection du film tiré du roman d'Andrea Simon, Call Me By Your Name.